Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la superovulation et le transfert d'embryons. Je commence par une technique de persuasion, surtout lorsque je m'adresse aux jeunes. Ici, nous avons la couverture de la page de garde de ma thèse de doctorat d'état en sciences et médecine vétérinaire qui a porté sur l'amélioration génétique par la biotechnologie de l'insémination artificielle bovine. La technique de persuasion, qui est différente de la persuasion, est une approche qui est utilisée pour amener quelqu'un à réfléchir dans le sens que vous voudrez. Et bien, c'est pour cette raison que la plupart de mes cours commencent par une image d'un champion comme Mike Tyson, comme Usain Bolt, comme Diego Maradona, comme Pelé, comme Messi ou comme Ronaldo, afin de canaliser l'orientation et l'esprit des jeunes vers la performance, vers le succès, en leur disant que c'est possible. Si quelqu'un d'autre est parvenu à le faire, vous pouvez aussi le faire. Imaginez que vous avez une vache Azawak hautement productrice et que vous voulez avoir beaucoup de ses descendants. Vous pouvez faire alors ce qu'on appelle la superovulation pour obtenir des naissances jumellaires. Imaginez aussi que vous ayez une vache hautement productrice de lait, comme ici par exemple la prime Holstein. S'il faut avoir ces descendants en passant par la voie naturelle, vous aurez tout au plus un veau par vache et par an. Eh bien, la technique de superovulation et couplée plutôt au transfert d'embryons vous permettra d'obtenir plusieurs descendants de cette même vache. Eh bien, c'est le même principe. Le taureau d'insémination artificielle, via la technique d'insémination artificielle, permettent d'obtenir plusieurs descendants de ce taureau. Eh bien, la superovulation permet d'obtenir plusieurs descendants d'une femelle. Là, nous avons 4 veaux de la même vache qui est obtenue grâce à la technique de superovulation suivie du transfert des embryons au niveau de 4 femelles receveuses d'embryons. Le plan que je vous propose est le suivant. On commencera tout d'abord par une définition, puis l'historique de la superovulation et du transfert d'embryons. On parlera ensuite de son intérêt, de sa mise en œuvre, des différentes étapes de cette technique et on terminera par une conclusion. Le transfert d'embryon est une technique de reproduction artificielle qui consiste à prélever un ou plusieurs embryons dans l'utérus d'une donneuse pour le ou les transplanter dans l'utérus d'une receveuse. Donc, nous voyons bien qu'il y a d'une part une donneuse qui va produire plusieurs embryons et on va collecter ces embryons qu'on va transférer dans l'utérus de plusieurs femelles receveuses. Ce qui fait que, in fine, on aura plusieurs descendants de la même femelle hautement productrice. En ce qui concerne l'historique, il faut dire que le premier veau né d'un transfert d'embryon a vu le jour en 1952. En 1964, il y a eu l'utilisation de la voie cervicale, autrement dit le col de l'utérus, pour faire cette technique. Car il faut dire qu'on peut aussi utiliser la laparotomie par le fuyon de flamme. En 1973, c'est le début de la congélation des embryons, ce qui permet de garder plusieurs embryons. Il faut dire qu'actuellement, la transplantation embryonnaire est devenue une technique courante et qu'on peut réaliser pratiquement chez toutes les espèces. Quel est l'intérêt qu'offre la transplantation embryonnaire? L'intérêt de la transplantation embryonnaire découle de 1. La possibilité de séparer la fonction génétique de la fonction de gestation. Cela veut dire que une femelle prolifique servira de donneuse pour obtenir plusieurs descendants de cette femelle. Il y a aussi la possibilité de multiplier les descendants d'une femelle qui est hautement productrice. Et enfin, l'un des intérêts aussi de la transplantation d'embryons est l'intérêt lié aux particularités sanitaires de l'embryon. En effet, l'embryon dans son enveloppe pellicide présente une faible possibilité de contamination. Donc cet intérêt sanitaire est très intéressant lors des réglementations intéressant l'importation
d'animaux. Supposons que nous voulons importer des sujets des États-Unis et qu'aux États-Unis, il y a une maladie comme, je donne un exemple, la fièvre aphteuse, et qu'à cause de cette pathologie, le Niger empêche l'importation de descendants des États-Unis. Eh bien, la technique de transfert d'embryons permet de déjouer cette limite de transplantation d'embryons car les embryons dans leur enveloppe pellucide ont un faible risque de contamination. Disons enfin que la transplantation d'embryons trouve son intérêt dans la conservation des races en voie de disparition, comme par exemple la girafe de Kouré, d'où l'intérêt écologique du transfert d'embryons. Parlons à présent de la mise en œuvre de la technique de transfert d'embryons. La mise en œuvre comprend 4 étapes suivantes. 1. La préparation de la donneuse à la superovulation. 2. La collecte des embryons. 3. L'examen des embryons pour voir leur état de santé, mais aussi leur transférabilité. Et enfin, le transfert des embryons, autrement dit, la transplantation à proprement parler. Bien que la congélation des embryons soit possible, le transfert concerne de nos jours des embryons frais, ce qui nécessite la préparation simultanée d'une donneuse et d'une receveuse ou de plusieurs receveuses. Il faudrait pour cela la synchronisation de la donneuse et de la receveuse. Ceci suppose un traitement de synchronisation. La donneuse subit un traitement de superovulation. Et en cas de manifestation de chaleur, il y aura insémination artificielle, puis la collecte et l'examen des embryons. Enfin, il y aura la mise en place des embryons collectés au niveau de plusieurs receveuses ou bien on va les conserver dans une banque d'embryons. Donc voilà les différentes étapes de la mise en œuvre de cette technique de superovulation et de transplantation embryonnaire. Donc voilà ce qui a été fait de façon schématique. Là, nous avons la donneuse, là, nous avons une receveuse. On va tout d'abord, lorsqu'on commence par l'observation des chaleurs, après l'observation des chaleurs, chez la donneuse, on va faire un traitement de superovulation. Donc, après la superovulation, on va observer les chaleurs, puis on va procéder à l'insémination artificielle, très certainement avec des doses beaucoup plus importantes de spermatozoïdes. Et ensuite, on va collecter les embryons. Après la collecte des embryons, on va procéder à l'examen. Et après l'examen des embryons, il y a deux possibilités. Un, il y a la possibilité d'une mise en place chez une donneuse qui a été aussi synchronisée à la donneuse, ou bien il y aura une conservation auprès d'une banque d'embryons. Parlons à présent des différentes étapes de la superovulation. Tout d'abord, il faut dire que le choix de la donneuse doit être minutieux. Il faudrait que la donneuse ait des caractéristiques génétiques exceptionnelles. Il faudrait qu'elle ait une excellente qualité génétique. Il faudrait aussi qu'elle soit en bon état de santé. Donc pour cela, on fera un examen gynécologique pour s'assurer des chances du succès de cette opération. Le traitement de superovulation a pour effet d'entraîner un maximum d'ovules, donc le maximum d'embryons à collecter. Donc pour cela, il y a plusieurs techniques de superovulation. Soit on peut faire une technique de superovulation à partir d'observation de chaleur, autrement dit à partir de femelles chez lesquelles on a observé des chaleurs. La deuxième approche, on peut faire une superovulation à partir d'induction de chaleur. Lorsqu'il s'agit de femelles chez laquelle on observe les chaleurs, on peut utiliser la FSH. La FSH pour Follicle Stimulating Hormone. La FSH est l'hormone qui est sécrétée par l'hypophyse et qui a la possibilité de booster le développement des follicules. Donc pour cela, on va faire des injections de FSH à J10, J11, J12, J13 et J14 après l'observation des chaleurs. On va injecter 6 mg à J10 et puis on va réduire pour obtenir 2 mg de FSH à J14. Donc voilà le schéma
Après l'observation de la chaleur, à J10, on fait 6 mg de FSH et puis on réduit pour obtenir 2 mg de FSH à J14. Et on observera la chaleur avec la production de plusieurs ovules. Il y a une deuxième alternative pour la superovulation, celle qui consiste à utiliser la PMSG. La PMSG, c'est la Pregnant Male Serum Gonadotropique. Donc, c'est une hormone qui est sécrétée par le chorion d'une jument qui est gestante. Et cette PMSG aussi a la possibilité de booster le développement des follicules. Donc, toujours dans le cadre d'observation de chaleur, c'est une femelle. On fait une injection de PMSG à J10, J11, J12, J13 et J14. Et on injecte 6 mg de PMSG à J10 et puis on réduit aussi la quantité de PMSG pour avoir une dose de 2 mg à J14. De façon schématique, après l'observation de la chaleur, à J10, on fait PMSG. Ensuite, J11, J12 pour obtenir à J14 une dose de 2 mg de PMSG. Et ensuite, on observera une chaleur avec plusieurs ovules. Si par contre, on veut faire une induction de chaleur, donc on va faire une induction de chaleur chez la donneuse et chez la receveuse. Donc pour cela, à J0, on va faire une injection de 5 mg de valérate d'estradiol. Puis, on va mettre l'implant sous-cutané de norgestomètre. Puis, chez la donneuse, on va faire une injection de FSH entre J7 et J8, J8 et J9 et entre J9 et J14. Et ce qui va faire qu'on observera des chaleurs avec plusieurs ovules. Chez la receveuse, on va faire la même injection à J0. On va mettre l'implant de norgestomètre et puis on va faire une injection de PMSG à J9 ou de prostaglandine et on va observer les chaleurs après ce traitement. On peut collecter jusqu'à 12 embryons par donneuse avec des variations dues à l'âge de la femelle, mais aussi des variations dues à la race. En effet, les génisses donnent les meilleurs résultats. Autrement dit, les génisses ont tendance à donner beaucoup plus d'ovules que les femelles âgées. Il faut dire aussi, en ce qui concerne la race, par exemple, le charolais est meilleur que la frison française. Le délai avant une superovulation doit être au moins de 2 mois après le vélage. Donc, si vous envisagez de faire une superovulation, c'est une femelle adulte, il faudrait vous assurer qu'elle a eu au moins 2 mois après son vélage pour commencer ce traitement. Ce traitement peut être répété tous les 2 mois, mais on doit s'attendre d'une façon générale à une diminution de la production de lait à cause des hormones qui inhibent cette production de lait. L'insémination artificielle se fait 12 à 24 heures après les chaleurs. Pour cela, on a besoin de 2 doses par insémination en déposant une dose à l'entrée de chaque corne utérine, ce qui fait 2 doses de paillettes afin de faire en sorte que tous les ovules qui ont été expulsés puissent être fécondés. Après la superovulation, on va passer à la collecte. Après la superovulation et l'insémination artificielle, on va passer à la collecte des embryons. La collecte se fait entre le 6e et le 9e jour après l'insémination artificielle. Avant le 6e jour, l'embryon est dans l'oviducte, ce qui fait que sa collecte est difficile. Donc, à partir du 6e jour, il est dans l'utérus, ce qui est beaucoup plus facile. Au-delà de 9 jours, il va quitter la zone pudicide et par conséquent, il devient difficilement transférable. Il faut dire qu'il existe 2 méthodes pour collecter les embryons. La première méthode est la méthode chirurgicale. Donc pour cela, on va faire une laparotomie sur le flanc, plus précisément sur le fuyon du flanc. On va faire une extériorisation partielle de la corne utérine qui sera ligaturée à sa base et puis les embryons seront aspirés à l'aide d'une pipette. La deuxième méthode de collecte, c'est la collecte cervicale, par la voie cervicale en passant par
le col de l'utérus. Dans ce cas, on utilise la sonde de Foley, qui est une sonde qui a 3 voies. La première voie permet de gonfler le ballonnet, car c'est de l'air qui passe par la première voie. La deuxième voie permet de faire la perfusion avec le sérum physiologique. Et enfin, la troisième voie permet de collecter les embryons. Il faut dire que la collecte est très exigeante, il faut être très patient, il faudrait avoir aussi de la dextérité, autrement dit de l'habilité. Il faut au moins une demi-heure, autrement dit 30 minutes pour les 2 corps. Et le nombre d'embryons induits est d'environ 12. Et lorsque vous collectez 12 embryons, jusqu'à 8 à 9 embryons peuvent être récupérés dans 500 ml de PBS. Le PBS, c'est phosphate buffer saline, donc c'est un milieu tampon. Le taux de collecte est le nombre d'embryons récupérés divisé par le nombre d'embryons expulsés. Donc là, nous avons une sonde de Foley avec le ballonnet. C'est une sonde avec 3 voies et nous avons ici les 3 voies. Une pour l'air, une pour le sérum et l'autre pour la collecte des embryons. De façon opérationnelle, donc voilà ce qui se passe. Là, nous avons les voies génitales femelles. Là, nous avons le col de l'utérus. Là, nous avons les 2 cornes utérines. Et dans l'une des cornes utérines, on met la sonde de Foley. La sonde, le ballonnet est gonflé. Et là, on va envoyer du PBS et puis on va aspirer pour collecter au niveau du 3e trou les embryons. Après la collecte, on va passer à l'examen des embryons afin de voir quelle est leur qualité. Les embryons collectés feront l'objet d'un examen systématique. Le but est de déterminer si les embryons sont utilisables. Dès leur collecte, ils sont maintenus à 37 degrés Celsius. Pour les examiner, il faut les isoler. Et pour les isoler, on les laisse sédimenter dans le milieu de collecte. Et puis, on va siphonner le 9/10 du milieu de collecte, autrement dit le PBS, pour ne garder que les embryons dans le décantat au fond de la boîte de pétri. On place cette boîte de pétri sur une platine chauffante d'une ampoule binoculaire et puis l'appréciation va porter 1 sur la morphologie, 2 sur la taille. Il faudrait que les embryons aient une taille d'environ 140 à 200 micromètres, mais aussi sur le développement embryonnaire et l'intégrité des embryons. Il faudrait faire aussi un examen sur le nombre de cellules de chaque embryon. À J6, nous avons le plus souvent une morula compacte. À J7, on a un blastocyste. Et à J9, il y a l'apparition du bouton embryonnaire avec la sortie de la zone pellucide, ce qui rend, au-delà de cette étape, la transférabilité difficile. Passons à présent à l'étape qui est la plus importante, celle du transfert de l'embryon. Donc la mise en place de l'embryon chez la receveuse se fera dans la corne utérine ipsilatérale du corps jaune. Autrement dit, la corne utérine où se trouve le corps jaune du même côté. Donc pour cela, on va faire une palpation transembryonnaire, transrectale, pour voir si l'ovaire porte le corps jaune. Il y a 2 méthodes pour le transfert d'embryon. Il y a la méthode chirurgicale, donc cela consiste à faire une laparotomie. Et puis la deuxième, qui est la plus utilisée, c'est la voie cervicale. Dans ce cas, l'embryon est conditionné dans une paillette et implanté le plus long possible dans la corne utérine à l'aide d'une seringue de Cassou. La seringue de Cassou, c'est la seringue qui est utilisée pour faire l'insémination artificielle. Donc voilà une seringue pour la transplantation embryonnaire. Donc de façon schématique, on va débourrer la vache, on va tenir la corne, le col de l'utérus, et puis on va cathétériser les voies génitales avec la sonde, le pistolet de transfert d'embryon ou la sonde de Cassou. Et puis on va déposer au niveau de la corne ipsilatérale, autrement dit la corne qui porte le corps jaune, on va déposer l'embryon chez la femelle receveuse. S'il y a plusieurs femelles receveuses, eh bien chaque femelle recevra un embryon ou non. Sinon, on va conserver les embryons dans la banque d'embryons.
Eh bien, à l'issue de cela, vous aurez, après 9 mois de gestation, plusieurs petits qui sont issus de la même femelle. En conclusion, je dirais que la transplantation d'embryons est une technique qui permet une sélection sur descendance. Autrement dit, une sélection sur une mère à partir d'une mère qui est hautement productrice et en donnant la priorité aux femelles hautement productrices pour donner leurs descendants. Cette technique permet de multiplier la descendance d'une femelle hautement productrice engendrant un gain d'intérêt direct et indirect. Très certainement, la technique la technique de transfert d'embryon sera aussi populaire que la technique d'insémination artificielle dans les années à venir, car elle est prometteuse de gains directs et de gains indirects. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui porte sur la superovulation et la technique de transfert d'embryon. Je ne me lasserai pas en vous demandant de soutenir cette communauté de savoir, cette communauté de science, car j'ai la ferme conviction que si d'autres communautés sont parvenues à se développer grâce à la science, grâce à la technologie, regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe au Japon, regardez ce qui se passe en Corée, eh bien, cela nous interpelle. Nous pouvons bel et bien nous inspirer des modèles qui ont réussi en faisant en sorte que la science, la technologie soit quelque chose de courant afin de changer carrément notre niveau de vie, de changer l'Afrique pour que nous ayons une Afrique qui gagne, une Afrique développée, une Afrique prospère pour le bonheur de tous. Sur ce, je vous remercie et au prochain module.